l'appareil sur la ceinture et commencer les sauts. Donc là, c'est le saut contre-mouvement et on voit très bien que là, c'est le saut accroupi et là, c'est le saut réactif. On va les voir en détail. Pour le saut contre-mouvement, donc la position de départ, elle est verticale et le sujet va devoir amorcer une flexion des genoux avant de faire le saut maximal. Donc, il va faire 3 essais. On n'a pas voulu le faire fatiguer plus, pour faire 5 essais. Le deuxième type de saut, donc, c'est le saut accroupi. La position de départ, c'est la position accroupie. Et puis, le sujet va mettre un saut vertical maximal. Et pour le saut réactif, donc, le sujet va faire une série de sauts successifs avec un temps minimal au sol. Donc, à la fin, l'appareil va afficher les différents paramètres de vitesse, de hauteur, de force et de puissance. La même chose chez le sujet âgé, donc on aura besoin du même matériel, donc l'appareil et la ceinture, mais en plus, on aura besoin d'une chaise sans accoudoir, toujours pour assurer la sécurité et le confort du sujet âgé. Et l'évaluation va se faire d'une manière différente. On va évaluer la force par ce qu'on appelle le test de levée de chaise unique. On va demander au sujet de faire une levée de chaise unique et on va chronométrer la durée pour pouvoir calculer la force. L'évaluation de la puissance en effectuant plusieurs, donc le sujet doit faire plusieurs levées, il va se lever et s'asseoir plusieurs fois pendant 30 secondes et on va pouvoir évaluer par là la puissance. Et puis l'évaluation de la vitesse en faisant 5 levées successives et on va voir la durée totale de ces 5 levées. Donc voici la vidéo qui va illustrer cette évaluation chez le sujet âgé. Donc la même chose, on suit les mêmes consignes, on prépare le sujet, on lui explique l'examen, on va serrer la ceinture autour de la taille, on met l'appareil. Et puis, donc, le sujet va s'asseoir sur une chaise sans accoudoir, en, bien sûr, vérifiant les conditions, la bonne posture, un dos bien droit, genoux fléchis à 90 degrés et les pieds bien plats au sol. Le sujet âgé doit mettre ses bras en position croisée au niveau de la poitrine pour éviter un appui excessif sur la cuisse. Là, il est en train de faire test de levée de chaise unique pour calculer la force. Ensuite, il va faire donc des levées de chaise pendant 30 secondes, plusieurs fois pendant 30 secondes, et on va calculer le nombre de levées de chaise pendant les 30 secondes pour pouvoir évaluer la puissance. Et la troisième fois, le troisième test, c'est 5 levées de chaise et on va chronométrer la durée totale pour évaluer les 5 levées de chaise, pour déduire la vitesse. Donc, à la fin de l'examen, les résultats s'affichent sur l'appareil. Donc, ce n'est pas trop clair. Donc, la hauteur, le nombre de levées, la vitesse et la puissance. Donc, là aussi, pour l'interprétation, il n'y a pas de recommandation, il n'y a pas de consensus, c'est variable en fonction de l'âge, du sexe, de la condition physique, du type de sport chez le sujet sportif. Alors, pour la hauteur, généralement, on compare la hauteur obtenue avec le saut contre mouvement, avec la hauteur obtenue pour le saut accroupi, donc counter movement jump et squat jump. Un faible écart entre les deux témoigne d'une rigidité musculaire ou d'une inefficacité énergétique, tandis que quand on a une hauteur au niveau du saut contre mouvement qui est très élevée par rapport à la hauteur obtenue par le saut accroupi, ça témoigne d'une bonne utilisation de l'énergie élastique musculaire. Pour la force, donc la force élevée reflète une capacité musculaire optimale pour les actions concentriques pures. Pour la puissance, elle est essentiellement cruciale pour les sports explosifs. Donc une faible puissance nécessite de travailler sur la force et la vitesse. Et là, c'est pour surtout individualiser les programmes d'activité physique et d'entraînement. Chez le sujet âgé, quand on a une puissance
inférieur à 2,5 watts par kilo, c'est un indicateur de fragilité. En ce qui concerne la vitesse, une vitesse élevée, c'est un bon indicateur de réactivité neuromusculaire. Une faible vitesse témoigne d'un déficit ou d'une fatigue musculaire. Et chez le sujet âgé, si le temps nécessaire pour réaliser les 5 levées dépasse 15 secondes, ça témoigne d'une diminution significative de la capacité fonctionnelle. Pour le temps de contact au sol, il doit être inférieur à 0,2. Donc, quand il est inférieur à 0,2 secondes, ça témoigne d'une transition rapide entre les phases. Là, c'est un tableau qui illustre les différents résultats en fonction de la discipline sportive chez le sujet jeune sportif. Voilà, et on revient à nos QCM. En chronométrant le temps nécessaire pour parcourir 4 mètres, en observant le mouvement du patient, en utilisant une plateforme de pression. Très bien. La plupart ont la réponse correcte, donc on va chronométrer le temps nécessaire pour parcourir les 4 mètres. Un petit moment pour voir le classement. Ah, l'abeille est montée, il y a une abeille qui remonte au sommet. 11e question. Vous êtes prêts? Une vitesse de marche inférieure à combien en mètres par seconde est généralement associée à un risque accru de sarcopénie et un déclin fonctionnel? Est-ce que c'est inférieur à 0,6 mètres par seconde, 0,8, 1 mètre ou 1,2 mètres par seconde? Très bien, donc la plupart ont bien suivi. Voilà. Donc la petite abeille est toujours au sommet. 12e question. Pour le myotest, quel est le principal intérêt clinique du myotest chez un patient atteint de sarcopénie? Évaluer la fatigue musculaire, suivre l'évolution de la performance musculaire au fil du temps, déterminer la masse musculaire totale, identifier les troubles neuromusculaires. Donc l'intérêt clinique, oui, c'est essentiellement suivre l'évolution de la performance musculaire au fil du temps. Allez. Magical Rhino. Voilà, elle est toujours en tête de classement. 13e question pour le myotest. En cas de faible résultat au test myotest chez un jeune sportif, quelle est la recommandation la plus adaptée? Arrêter toute activité physique, adopter le programme d'entraînement pour développer les zones faibles, répéter les tests chaque jour, ignorer les résultats et continuer comme avant. Donc bravo, la plupart a eu la réponse juste. En fait, c'est ça l'intérêt majeur d'évaluer par le myotest, pour adapter au programme d'entraînement, surtout pour les jeunes sportifs, et développer les zones faibles. On regarde le classement. Je remonte en tête. Donc, dernière question, myotest. Quel est l'objectif principal des tests myotest? Évaluer la flexibilité, mesurer la force, la puissance et la vitesse musculaire, analyser la posture, déterminer le pourcentage de masse grasse. Donc tout le monde, voilà, c'est bon. Dernier paramètre à évaluer, c'est la masse musculaire par l'absorptiométrie biphotonique à rayon X, la DEXA.
La DEXA est traditionnellement utilisée pour la mesure de la densité minérale osseuse, mais saviez-vous qu'elle permet aussi d'évaluer les différents compartiments corporels, notamment la masse grasse, la masse musculaire maigre et la masse osseuse, et c'est un outil de référence pour mesurer la masse maigre totale et la masse musculaire squelettique apendiculaire, qui sont des paramètres importants pour le dépistage de la sarcopénie. Ici, la vidéo qu'on a fait au service pour illustrer le déroulement de la DEXA. Donc ici, j'explique l'intérêt de la DEXA. Donc, je recommande. Donc, la DEXA, comme j'ai dit, elle est traditionnellement utilisée pour mesurer la masse osseuse. Donc, le technicien, chaque matin, il vient à l'hôpital, il fait un étalonnage précis de l'appareil avant de commencer. Là, pour le sujet jeune, notamment pour le sujet âgé, ils vont être allongés sur l'appareil. Le scan corporel va être fait. Ça va durer quelques minutes. Après vient l'étape de l'interprétation des résultats. Ce qui est particulier, c'est qu'on va mesurer aussi la masse musculaire maigre, la masse grasse. Donc ici, le technicien qui va recueillir l'âge, la taille, le poids du patient, et voici le schéma qui montre la distribution des différentes masses musculaires, graisseuses et osseuses. Avant de commencer, il faut toujours retirer tout objet métallique. Bon, je crois qu'on ne va pas continuer la vidéo parce que c'est l'essentiel. Après, le patient va chez le médecin pour interpréter ces différents résultats. Je passe à l'interprétation. Le niveau absolu de la masse musculaire squelettique apendiculaire doit être ajusté en fonction de la taille du corps. Selon les définitions du groupe européen de la sarcopénie actualisée en 2019, une masse squelettique apendiculaire inférieure à 20 kg chez l'homme et inférieure à 15 kg chez la femme est un indicateur de sarcopénie et de faible quantité de masse musculaire. Adapté à la taille, ce serait inférieur à 7 kg par mètre carré chez l'homme et inférieur à 5,5 kg par mètre carré chez la femme. Donc l'intérêt clinique, la DEXA permet chez le sujet jeune essentiellement de mesurer la masse musculaire maigre pour optimiser la performance sportive, prévenir les déséquilibres musculaires, adaptation musculaire à l'entraînement et suivre l'impact des programmes d'entraînement et de performance physique. Pour le sujet âgé, c'est un indicateur clé de la sarcopénie avec tout l'impact sur la mobilité, l'autonomie et le risque de chute. Et elle est aussi un outil qui est validé pour la surveillance des effets de la rééducation physique et des programmes d'exercice. Donc, j'ai encore 2 questions pour la DEXA et on finit notre atelier. Je vais laisser surprise. Dorénavant, je vais laisser jusqu'à la fin, comme ça. Donc, la 15e question. Pourquoi... il nous restait un myotest. Donc, pourquoi les tests myotest sont-ils particulièrement utiles chez les jeunes athlètes pour optimiser leur développement physique et prévenir les blessures, pour réduire le temps de sommeil, pour diminuer leur masse musculaire ou pour augmenter leur endurance cardiaque? Donc, très bien. Donc, c'est totalité juste. On passe. Donc, la même chose. La 16e question sur l'absorptiométrie biphotonique à rayon X. Que mesure principalement la DEXA en plus de la densité osseuse? Est-ce que c'est la masse musculaire maigre, la masse grasse et la masse osseuse? Est-ce qu'elle mesure la force musculaire, le volume corporel ou l'indice de masse corporelle? Donc, je crois que c'est facile. 23 participants ont répondu juste. Voilà, on passe encore. La 17e question. La mesure de la masse musculaire maigre à l'aide de la DEXA est particulièrement utile pour le dépistage de la sarcopénie, l'évaluation de la performance athlétique, le suivi des patients sous rééducation ou entraînement physique où toutes les réponses sont correctes. Donc effectivement, c'est pour dépister la sarcopénie, pour évaluer les performances des sujets sportifs
et aussi pour le suivi des programmes de rééducation et d'activité physique adaptée. Et le verdict final, Saad qui prend beaucoup d'avance. Bravo, Saad. Ben, nous, on a notre petite idée, c'est qui Saad, mais le seul Saad qu'on connaît, c'est Dr Saad Sihida, président de première année en rhumatologie B à l'hôpital Iyachi. Là, ce sont les belles images des coulisses du tournage. C'est toute l'équipe de travail avec les professeurs assistants en physiologie, rhumatologie. Il y a les étudiants, il y a les résidents. Il y a des résidents en coulisses qu'on n'a pas vu dans les vidéos, mais qui ont beaucoup travaillé. Dr Sheima Nouri, nos participants volontaires. Monsieur Bahsein comme sujet âgé. Monsieur Khalil l'étudiant. Et bien sûr, Dr Bouchouata aussi. N'oublions pas notre major de radiologie, Sihmed à l'hôpital Iyachi. Et à leur tête, la chef, notre maître, notre cher maître, professeur Kain Hanan, qui s'est investi corps et âme pour faire réussir ce premier colloque. Aux dépens de son temps, elle a travaillé nuit et jour, donc je vous invite à l'applaudir fortement. Merci. Donc, j'invite Dr Sihida à venir récupérer son cadeau qu'on va récupérer par la suite au service. Donc, que Madame Erkain va récupérer pour le ramener au laboratoire de physiologie. Chacun défend son... C'est résident première année, donc il n'y a pas de billet. Donc il est... Bonjour, je suis professeure Tahiri Latefa, enseignante de rhumatologie. J'ai le plaisir de travailler au service de rhumato avec mon ami professeur Hanan Arkayin, qui est dynamique et efficace aussi bien en physiologie qu'en rhumatologie. Donc, merci beaucoup pour cet effort, cher ami. Et pour ne pas trop tarder, donc je passe à la présentation suivante, ou l'atelier suivant, du professeur Asma Jnien du laboratoire de physiologie et service de pneumologie au CHU, intitulé « La VO2 max et la performance physique, que retenir en pratique ?» Voilà, à vous la parole. Il est le chef du laboratoire de physiologie Voilà. au CHU de Tanger. D'accord, donc M. Jalil Abdelkader El Henkouch, voilà, du laboratoire de physiologie du CHU Mohamed VI de Tanger. Alors, chers collègues et amis, honorable assistance, j'ai le grand plaisir de co-animer cet atelier avec mon collègue et ami professeur Jalil Henkouch. Donc, Jalil, il est cardiologue, enseignant de physiologie et donc chef de laboratoire de physiologie à la faculté de médecine de Tanger. Alors, l'objectif principal de cet atelier, c'est d'explorer, ou plutôt survoler, on n'a pas beaucoup de temps, les principaux aspects théoriques et pratiques de la VO2 max en mettant l'accent sur son utilité sportive et clinique. Alors, avant de commencer, je m'adresse à tout le monde, y compris moi. Je vais lancer une question de réflexion très simple, mais avec une réflexion profonde derrière. Et j'espère qu'à la fin, on essaiera un petit peu de changer la façon de voir les choses. C'est que, est-ce qu'on fait de l'activité physique? Donc, je vous lance cette question, réfléchissez-y. Et pour qu'on se mette d'accord, il faut déjà qu'on définisse ce qu'est l'activité physique. On est bien d'accord. Alors, l'activité physique, est-ce que vous pensez... Bon, j'ai un seul QCM, il n'y a rien à gagner, je le dis d'emblée. Alors, l'activité physique, est-ce que c'est au moins 30 minutes d'activité aérobique d'intensité modérée par semaine, 60, 120 ou 150 minutes? Qu'est-ce que vous pensez?
30. Qui dit mieux? Par semaine. 120. Oui, alors c'est 150. Au moins, hein, c'est un minimum de 150 minutes d'activité physique aérobique d'intensité modérée par semaine. Alors, modérée, ça veut dire ça peut être une marche très rapide, ça peut être de la danse, ça peut être beaucoup de choses. Hein, donc voilà, si on l'a... en fait, dans la semaine, il faut qu'on fasse le total, il faut qu'on fasse le bilan. Si on est à 150 minimum, on peut se dire qu'on fait de l'activité physique. Alors, il y a cette belle revue qui est sortie il y a quelques mois, donc en 2024, sur la physiologie du sport. Et donc, c'est toute cette science qui va se consacrer à l'étude du corps en mouvement et son impact sur les différents organes. Et donc, elle a repris un petit peu tout ce qu'on connaît depuis pas mal de temps, mais elle a mis au goût du jour les dernières avancées, parce que, bon, bien sûr, la physiologie va aussi profiter de toutes les avancées dans la médecine, dans la science et nouvelles technologies. Et donc, j'ai fait une petite capture d'écran de cet article. Je ne vais pas bien sûr tout lister, tout ça. Il y a beaucoup de choses qu'on connaît, qui ont été même citées tout à l'heure par mon amie Leïla. Mais disons que le sport, en gros, c'est vraiment que du bénéfice sur notre santé. Hein. Donc, que ce soit psychique, physique, le squelette, le muscle, tout ce que vous voulez. Ça a été même donc décrit comme... c'est aussi dans la réduction de tous les cancers, y compris le cancer colorectal, parce que quand on bouge, on est moins sujet à la constipation, donc moins de risque aussi au cancer colorectal, etc., etc. Donc, je n'aurai pas le temps de tout lister. Et puis, toutes les sociétés savantes elles recommandent justement un minimum de 150 minutes, donc ce qui est l'équivalent de 2h30 à peu près d'activité physique aérobique hebdomadaire par semaine. Alors, si on veut juste regarder rapidement pour les enfants, vous allez voir, c'est encore plus. Alors, nos enfants, ils doivent bouger au minimum 1 heure par jour. Donc là aussi, je vous laisse à une réflexion profonde parce que je pense que c'est plus trop le cas de nos jours. Et parmi les gros soucis de notre société, c'est nos petits amis que tout le monde a. Je ne pense pas qu'il y ait une personne dans la salle qui n'a pas de téléphone sur elle et qui nous consomme beaucoup, beaucoup de temps. Donc c'est une vraie pandémie de regarder nos écrans sur des heures au lieu de nous dépenser. Et en plus, quand on est en train de se coinfrer aussi avec l'alimentation, c'est encore pire. Et dans ce contexte, donc, on encourage bien sûr l'activité physique. Et puis, il y a quelques étudiants de médecine qui sont avec nous. Et d'ailleurs, bravo à tous nos étudiants. Ils sont très actifs. Ils organisent régulièrement des tournois, des choses comme ça, des manifestations scientifiques, donc bravo. Et pas plus tard que lundi de cette semaine, j'étais à mon bureau. Donc le laboratoire de physiologie se trouve donc au fond dans la faculté de médecine. On est attenant à une jolie forêt derrière. Et puis je les voyais courir. C'était une manifestation, je ne sais pas trop ce que c'était, mais ils couraient, ils faisaient une petite course, des groupes de filles, de garçons, donc vraiment bravo. Alors, donc, l'activité physique régulière, c'est un levier essentiel pour améliorer la capacité aérobie et donc, dont la VO2 max qui nous intéresse est l'indicateur clé. Et au fait, la VO2 max va refléter directement l'efficacité de notre corps à utiliser l'oxygène, qui est le déterminant majeur de la performance physique, tant chez les athlètes que chez les patients. Autrement dit, plus on bouge, plus on fait de l'activité physique, plus on sera performant, plus donc notre VO2 max elle est importante, c'est un bon indicateur de la performance physique. Et ce qui est intéressant, c'est que aussi bien chez les sujets sains que chez les patients. Donc on reviendra sur cette notion. Alors la VO2 max, c'est un concept qui a à peu près une centaine d'années. Et son histoire a commencé avec messieurs Hill et Lupton. Alors ici, ça c'est la photo de monsieur Hill qui, entre parenthèses, il a reçu un prix Nobel sur ses recherches sur le muscle il y a à peu près 100 ans. Et pour définir la VO2 max, alors déjà, pour qu'on se mette d'accord, est-ce que c'est le ou la VO2 max? Ça nous rappelait un petit peu la même problématique, le ou la Covid.
Voilà, donc c'est vrai que généralement, on parle de la VO2 max, c'est ce qui va souvent être retrouvé dans la littérature scientifique et médicale. Mais en fait, si on veut être vraiment précis, c'est le VO2 max parce que ça fait référence au volume maximal d'oxygène. Pourquoi on aura tendance à dire la VO2 max? Parce que ça fait référence à la consommation, donc voilà, ou bien la capacité aérobie. Donc c'est pour ça qu'on parle souvent de la VO2 max. Alors, et donc, c'est la quantité d'oxygène maximale que l'organisme peut prélever au niveau des poumons, transporter et consommer au niveau des tissus par unité de temps. Alors, il s'agit donc d'un débit, parce que c'est une quantité par unité de temps qui va être consommée. Et donc, c'est pour ça qu'on le représente très souvent avec V, avec le petit point, donc c'est un débit. Et l'unité est exprimée en litres par minute, donc c'est la valeur absolue, ou mieux, c'est en millilitres par minute par kilo, donc rapporté au poids corporel, c'est la valeur relative. Pourquoi c'est intéressant toujours de rapporter au poids? Parce que tout simplement, ici par exemple, si je prends quelqu'un qui fait 60 kg avec une VO2 max estimée à 2 litres par minute, alors si on se réfère au poids, ça va nous faire une VO2 max relative à 33,4 millilitres par kilo par minute. La même personne qui aurait le même VO2 max, mais si on le rapporte au poids, donc ça change la donne. Donc il vaut mieux toujours rapporter au poids corporel pour pouvoir comparer les différentes VO2 max entre différentes personnes. Alors, les normes et valeurs de référence, donc les personnes physiologiquement qui vont avoir la moins bonne VO2 max, donc c'est les sujets âgés, parce qu'on va avoir une réduction progressive à peu près de 10% par décennie. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est à partir de 20-30 ans, même 20 ans dans certaines... bon, plutôt 30, on commence à perdre notre VO2 max. Mais la bonne nouvelle, c'est que faire du sport, ça pourra l'augmenter. Donc, ce n'est pas une fatalité. Alors après, donc, pour les personnes sédentaires, les hommes un peu plus que les femmes, désolé, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que les hommes, ils ont plus de masse musculaire, ils ont plus d'hémoglobine, on a plus de tissu adipeux, donc ça fait que physiologiquement, on a un VO2 max un petit peu inférieur aux hommes. Si on fait du sport, donc plus on est endurant en sport, plus on va améliorer notre VO2 max. Et donc, ça peut augmenter à des chiffres très, très hauts. Alors, je vous montre l'image du recordman de l'Everest. Donc, il est monté à 2 fois au sommet de l'Everest. Donc, il a un VO2 max entre 88 et 92, ce qui est vraiment énorme. Il a fait donc l'Everest 8848 mètres, c'est énorme. Et puis le deuxième, Miguel Indurain, alors les deux, ils sont d'origine espagnole. Donc voilà, il a remporté 5 fois le Tour de France. Il a aussi un VO2 max vraiment très très important, à peu près de 87. Donc ce qui est énorme. Alors bon, après, on parle de physiologie, donc forcément, il y a aussi les animaux qui sont nos amis. Il y a eu beaucoup, bien sûr, toutes les expérimentations à la base se sont faites sur les animaux. Donc des petits exemples de VO2 max, le cheval de course c'est 160, le chien de traîneau c'est 200, l'antilope c'est à peu près 300. À votre avis, qui a la palme d'or? Juste un avis. Quel est l'animal top 1 pour le VO2 max qui peut... C'est à peu près 300, mais qui peut atteindre jusqu'à 600. Alors, non, au contraire, la baleine, elle est très... Alors, le guépard, oui, on aura tendance à se dire le lion, le guépard, la panthère, c'est pas du tout ça. Eux, ils sont beaucoup plus dans l'approche que dans la course. Alors, ça rejoint les antilopes, ils sont très, très bien, ils sont très bien classés. Non, pas du tout. Alors, c'est...